Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Christian Chesneau et Georges Malbruno sont vivants, en bonne santé et bien traités. C'est ce que déclare ce soir l'ambassadeur de France en Irak. La journée a été marquée également par les déclarations optimistes de la délégation du Conseil français du culte musulman en visite à Bagdad. Cet espoir est-il partagé? Où en sont les négociations? Ce soir dans ce journal, les réponses du ministre de l'Intérieur Dominique de Villepin. Bonsoir et à tout à l'heure. Dans ce contexte, c'est dans un climat apaisé que s'est déroulée la rentrée des classes. La plupart des jeunes filles voilées ont retiré leur foulard en arrivant. On reviendra aussi bien sûr sur la reprise des cours partout ailleurs. En Ossétie du Nord, chacun se prépare à de longues négociations. 350 personnes, dont une centaine d'enfants, sont toujours retenues par un commando ingouche et tchétchène. Moscou exclut de donner l'assaut. Combien vaut le déshonneur ou l'erreur judiciaire? Les avocats des 7 accusés, finalement acquittés au procès d'Outreau, étaient réunis pour la première fois au ministère de la Justice. Ils réclament 300 000 € par personne et demandent à l'État de reconnaître une faute lourde. Un ourson repéré dans les Pyrénées. L'animal a été filmé par un agent du parc national. Aucune naissance n'avait été signalée depuis plusieurs années. Une nouvelle réjouissante donc, sauf peut-être pour les bergers. Enfin, Madonna en met plein la vue à la France. Elle est à Paris pour 4 concerts, déluge d'écrans géants, de décibels et de figurants. On commence donc avec ce vent d'optimisme qui souffle à nouveau en Irak après 3 jours sans nouvelles. Nos 2 confrères sont vivants et ils vont bien. L'ambassade de France a recueilli ces informations aujourd'hui même. Il y a quelques instants, le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, le confirmait. Et puis, même tonalité optimiste, je vous le disais, pour la délégation de l'islam français qui est restée quelques heures à Bagdad. On retrouve tout de suite là-bas nos envoyés spéciaux Bertrand Coq, Philippe Jasselin, Hervé Papleuré et Tatiana Derouette. À la grande mosquée Oum al-Qoura, les 3 émissaires de l'islam de France sont accueillis en frères. C'est ici le siège du Conseil des oulémas, ces hauts dignitaires religieux qui, tout en se défendant d'être en contact avec les ravisseurs, se sont prononcés clairement pour la libération des 2 journalistes français. À l'issue de la rencontre avec les oulémas, Fouad Alaoui, le président de l'Union des organisations islamiques de France, s'adresse directement aux ravisseurs. En arabe, au nom d'Allah et du Coran, il les implore de relâcher les otages pour ne pas nuire aux intérêts de l'islam et à ceux des musulmans de France. Puis, un autre représentant du Conseil s'efforce d'expliquer la position de la France. On vous dit que la France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans, et que la loi sur la laïcité, ce n'est pas une loi spécifique, et ce n'est pas une déclaration de guerre contre une communauté religieuse spécifique. La laïcité, c'est cet espace qui nous permet de cohabiter, de vivre tous ensemble. Dans l'après-midi, les 3 émissaires se retrouvent à nouveau devant les caméras, à l'ambassade cette fois-ci. L'occasion d'enfoncer le clou. Les musulmans de France ne vivent pas en état de guerre. Nous sommes 6 millions, dont à peu près 65% sont citoyens de la République française. Nous pratiquons notre religion dans la dignité. Nous ne sommes pas persécutés, nous ne sommes pas en guerre avec la République française concernant notre religion. S'il y a certains problèmes en France, ça concerne le gouvernement français et les musulmans de France. Venus, selon le mot d'un diplomate, faire acte de présence, les 3 délégués du CFCM n'ont pas cherché à négocier avec les preneurs d'otages. Après moins de 10 heures passées à Bagdad, ils sont repartis, confiants d'avoir été entendus. Bertrand Coq, qu'on retrouve en direct de Bagdad. Bonsoir Bertrand, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? On a le sentiment que la situation a évolué ces dernières heures. Oui, vous disiez tout à l'heure vent d'optimisme, de sources diplomatiques, on préfère parler de frémissement. Selon des informations que je m'autorise à vous donner, parce que nous ne sommes pas les seuls à les avoir obtenues, mais vous comprendrez que juste du conditionnel, selon ces informations, les 2 otages auraient changé de main. Ils auraient été transférés hier soir à Falloujah à un autre groupe chargé de les libérer. Ils seraient ce soir à Bagdad et s'ils ne sont pas déjà libres, il ne serait plus question que du lieu et de la forme que prendrait cette libération. Par ailleurs, depuis quelques jours, on sentait bien que les ravisseurs cherchaient une porte de sortie. Il se pourrait qu'ils aient choisi d'attendre la visite de la délégation française du CFCM pour se défaire de leurs otages. Merci Bertrand. Alors avec nous sur ce plateau, Dominique de Villepin. Avant de vous entendre et de vous demander éventuellement
confirmation. On revient sur ces dernières heures et ces derniers jours, car on en sait un peu plus sur le groupe des ravisseurs et sur les discussions discrètes qui ont eu lieu avant même la diffusion de la première vidéo. Amaury Guibert, Christian Autain. Christian Chesneau, Georges Malbruno, 14 jours de détention. Le 20 août dernier, il quitte Bagdad, direction Nadjaf, au sud. Le trajet s'interrompt près de Latifia, près du bastion des combattants salafistes. Dès le lendemain, l'ambassade de France à Bagdad est avertie de leur disparition et très vite, une piste se dégage. Le 22 août, le groupe responsable de la prise d'otages est identifié, l'armée islamique en Irak, dont voici l'une des vidéos de propagande. Un groupe structuré, réputé intransigeant, mené par des Irakiens revenus de l'étranger. Le lendemain, selon le quotidien Libération, un message parvient à l'ambassade de France. Il y a les noms des otages, un simple OK et leur signature authentifiée. Preuve qu'ils sont en vie. L'optimisme est plutôt de rigueur, d'autant qu'il n'y a pas de revendication, pas de demande de rançon. La libération des otages semble imminente. Mais le 27 août, on apprend que Enzo Baldoni, un otage italien, a été tué par ses ravisseurs, l'armée islamique en Irak. Pour les Français, le contact est perdu avant un nouveau message. Un message codé à glacer le sang qui fait référence à l'italien et aux deux Français toujours en vie. La Fiat est cassée, mais les deux Peugeot marchent bien. Le 28 août, le tournant sur Al Jazeera, la première vidéo des otages et un ultimatum des ravisseurs, le retrait sous 48 heures de la loi sur la laïcité en France. On imagine qu'il y a eu un durcissement au sein du groupe des ravisseurs, soit parce que d'autres éléments ont pris le contrôle du groupe, soit parce qu'ils se sont radicalisés eux-mêmes. Le 29 août, la diplomatie est en marche. Michel Barnier entame sa tournée dans les pays arabes. À Bagdad, autour de l'ambassadeur de France, les contacts se multiplient. La pression est de plus en plus forte autour des ravisseurs. On reparle de libération sans suite. Hier, le 1er septembre, la délégation du Conseil du culte musulman quitte Paris pour Bagdad. Une visite attendue, un nouvel espoir de résoudre la crise des otages. Dominique de Villepin, est-ce que vous confirmez que nos deux confrères sont vivants, en bonne santé, qu'ils auraient changé de lieu, que leur libération se profilerait, bien entendu tout cela au conditionnel? David Poujadas, plus que jamais, l'esprit de responsabilité s'impose à nous tous. Les indications que nous avons ce soir vont dans le bon sens. Et vous connaissez la situation de l'Irak. Une situation difficile, une situation confuse. Et donc, c'est la plus grande prudence qui s'impose, tant que nous n'avons pas entre nos mains nos deux compatriotes. Mais vous savez que tous les moyens sont mobilisés sous l'égide du président de la République, du gouvernement, nos moyens diplomatiques à Bagdad, avec Michel Barnier dans la région, nos moyens et services de renseignement, et puis cette force particulière que donne à la France l'unité de notre communauté nationale. Vous le savez, la gestion d'une prise d'otage aujourd'hui ne se gère pas comme il y a 20 ans. Les moyens de communication, la vitesse des messages et de transmission, la force des images, tout ceci donne une responsabilité à chacun d'entre nous et je veux saluer la mobilisation, l'action des musulmans de France, de l'islam de France, de cette délégation du Conseil français du culte musulman qui s'est rendue sur place pour marquer la solidarité, sa mobilisation dans le cadre de la République. Je crois que tout ceci va dans le bon sens une nouvelle fois, mais nous devons nous garder de toute spéculation ce soir, attendre, être mobilisés, agir avec prudence. Sans trahir de secret, vous confirmez, j'imagine, qu'ils sont vivants, qu'ils sont en bonne santé? Une fois de plus, les indications dont nous disposons vont dans ce sens, elles sont positives, elles nous donnent confiance et nous encouragent à agir, mais jusqu'au bout, nous devons être prudents. Est-ce que les négociations se poursuivent avec les ravisseurs? Est-ce qu'un lien direct a pu être établi avec eux? Tous les fils sont tirés. Tous les canaux de communication sont utilisés. Une fois de plus, la complexité de la situation irakienne ne nous permet pas à ce stade d'en dire davantage, mais tous les moyens sont mis en œuvre. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu négociation au sens propre du terme, c'est-à-dire sur quel levier ont reposé les discussions avec... David Poujadas, quand, et je l'espère rapidement, demain, c'est la journée de la prière, c'est vendredi, c'est un grand moment de rassemblement et de recueillement et je veux croire que nous pourrons espérer un heureux dénouement. Quand le moment sera venu de revenir sur cela
eh bien, nous aurons l'occasion de faire un point en détail sur tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, gardons toute notre énergie tendue vers le seul objectif qui vaille, la libération de nos compatriotes. Y compris la localisation des otages. Il serait imprudent ce soir d'en parler? Tout ceci, aujourd'hui, est stratégique. Tout ceci doit être gardé confidentiel. Tous ces éléments sont extraordinairement précieux. Il faut donc garder le plus grand secret et la plus grande prudence. Alors, gardons la prudence, mais disons, dans ce relatif optimisme qui prévaut ce soir, qu'est-ce qui a joué le plus, d'après vous? La mobilisation diplomatique, les contacts des services secrets, ou bien, vous l'évoquiez, cette mobilisation en France? Je vous l'ai dit, c'est un ensemble. Tous les moyens sont mobilisés, les moyens de notre diplomatie, avec Michel Barnier, les moyens de nos services de renseignement, et puis cette unité de la communauté internationale qui a surpris par son effet d'entraînement sur le monde entier, et en particulier sur le monde arabe, qui a surpris. Parce qu'on a vu d'autres pays se diviser en de telles circonstances. Eh bien, cette unité, elle est la marque d'une exemplarité française, d'une unité française. Nous le voyons aujourd'hui à travers la rentrée scolaire. Il y avait l'année dernière 1200 jeunes filles voilées dans les lycées et collèges, 70 cette année. Et sur l'ensemble de ces cas, vous le savez, les procédures de dialogue, les procédures de conseil qui sont engagées. Donc je crois qu'il y a là véritablement une mobilisation de l'ensemble de notre pays. Je crois que le ministère de l'Éducation parle en fait de 240, mais effectivement on a senti... 240 qui sont arrivés voilés. Et au terme d'un dialogue qui a été engagé, 70 seulement qui ont gardé ce voile et avec lequel donc un travail approprié est fait. Mais pour vous, c'est le signe que chacun a cherché à resserrer les rangs aujourd'hui dans ce contexte? Je crois que l'unité nationale, c'est se retrouver sur l'essentiel. Sur les valeurs de la République, nos valeurs de liberté, nos valeurs de justice, cet esprit de respect qui doit exister, qui existe dans notre pays et qui se renforce. Nous comprenons que dans l'épreuve, ce sont évidemment des chances et des éléments essentiels pour notre pays. Merci Dominique de Villepin. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, car dans un instant on évoquera aussi le déplacement de Nicolas Sarkozy et l'avenir de l'UMP. D'abord précisément cette rentrée des classes, on craignait effectivement des crispations. Eh bien apparemment tout s'est déroulé dans un climat qui tendait à l'apaisement. Éléonore Gay, Frédéric Vion. Le geste est bref et discret. La scène se passe dans le Nord, mais aujourd'hui elle s'est répétée un peu partout en France. Je ne vais pas faire toute une histoire pour ça en fait. Enfin voilà, moi je viens au lycée pour étudier, j'espère que je vais réussir. L'année dernière, 58 jeunes filles voilées assistaient aux cours de ce lycée de la banlieue de Lille. Aujourd'hui, toutes se sont pliées à la nouvelle loi. J'ai rencontré de nombreuses familles depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, et nous avons dialogué. Depuis ce matin, les couvre-chefs se font rares dans les établissements scolaires français. Mais à Strasbourg, certaines refusent d'obtempérer. On vous accueille et encore une fois, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Ces deux lycéennes ne sont pas acceptées en cours, mais dirigées vers une autre salle. Une période de dialogue de 2 semaines est prévue, avant leur possible exclusion. En Alsace, il reste quelques dizaines d'élèves réticentes ce soir. Mais dans l'ensemble, les autres ont respecté le règlement. Elles se sont a priori mises d'accord pour marquer le coup en mettant le voile, mais petit à petit elles ont compris et elles se sont décidées à l'enlever. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 70 élèves refuseraient ce soir d'ôter leur foulard en France. Mais dans la majorité des établissements scolaires, il n'y avait aujourd'hui aucun fichu à l'horizon. Au-delà du voile, c'est une rentrée en bon ordre qui s'est opérée un peu partout avec ces scènes de joie, de retrouvailles et quelques couacs aussi ici et là. Laetitia Legendre avec Florence Griffon à Marseille. Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Et c'est reparti pour la grande aventure de la rentrée. Bienvenue dans le monde des grands, celui du collège. Pour ces élèves de 6e, l'épreuve de vérité peut commencer. Beaucoup de fierté avec un poil d'inquiétude tout de même. Ça change de l'école primaire en fait, parce que d'un coup on arrive en 6e, on ne sait pas ce que c'est. Je stresse. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, j'ai peur de me perdre un peu. Et pour éviter de se perdre, apaiser les angoisses, rien de tel qu'un bon vieux jeu de piste, histoire de localiser les différents interlocuteurs du collège, ce qui n'est pas toujours facile. Vous êtes surveillant? Non. Je suis conseiller principal d'éducation.
Ce matin, quelques 12 162 000 élèves ont repris le chemin de l'école. Pour les accueillir, 894 000 enseignants dans 68 590 établissements. Mais pour certains parents, cette rentrée avait un goût amer. Dans cette école maternelle de Valençol, une 4e classe n'a pu être ouverte, faute d'enseignants. 23 enfants de petite section n'ont pas trouvé de place. Très déçu, je veux dire, on est allé acheter le cartable, on a coupé les cheveux, on a tout fait pour la rentrée et on se retrouve dans la cour à attendre. Dans cette commune de Terre de Chaux, c'est l'institutrice qui se retrouve pour le moment sans poste fixe. En effet, certains parents du village ont décidé de la boycotter. Ils ont inscrit leurs enfants dans une école voisine à quelques kilomètres de là. Il y a eu un manque de quelque chose au niveau de nos enfants, de l'éducation, de peut-être travail. Vous comprenez cette situation ou pas? Difficilement, mais il y a longtemps que je cherche à comprendre ici. Faute d'élèves aujourd'hui, l'unique école du village a dû fermer ses portes. Elle avait ouvert en 1890. Avec un enfant, la rentrée est toujours un moment à part. Que dire alors quand ils sont 4 enfants et qu'ils rentrent en maternelle, en primaire, au collège et au lycée? Reportage à Saint-Ouen, Nabila Tabouri, Emmanuel Morel. Bonjour, je m'appelle Maëlle. Marie-Ange. Mathieu. On appelle ça une famille nombreuse. Et Natacha. 6 personnes, le compte est bon et la journée va être longue. Le plus dur pour Natacha, c'est de réveiller sa tribu. Après 2 mois de vacances, des grasses matinées appréciées, l'ambiance au petit déjeuner est plutôt joyeuse, même un matin de rentrée. Allez, dépêche-toi. Bon, il faut un petit peu de temps pour se remettre dans le bain de la rentrée, mais bon, une dizaine de jours, ça devrait être bon, on sera de nouveau dans le tempo. Et pour y arriver, c'est une question d'organisation. 4 enfants, de la maternelle au lycée. La rentrée, Natacha la prépare depuis des semaines. Surtout ne rien oublier, ça rassure les enfants. Ça nous permet d'éviter de dire au dernier moment, tiens, j'ai pas mes stylos, j'ai pas ça, ou le jour de la rentrée, arriver avec son sac à moitié vide. Ça m'aide à mieux préparer ma rentrée, de savoir qu'elle nous aide, qu'elle est là. 4 enfants multipliés par le nombre de classes, Natacha a organisé en tout 39 rentrées en 16 ans. Rodée, elle l'est forcément. Émue, elle l'est toujours, même si pour elle le meilleur moment c'est justement après la rentrée. Ça y est, maintenant c'est la paix. Maintenant ça va être pour moi, c'est mon temps à moi maintenant. Une liberté qui n'a qu'un temps, jusqu'à la fin des cours. Et puis, image du ministre de l'Éducation François Fillon, il a passé sa matinée dans une école primaire de Chambourcy dans les Yvelines, puis dans un lycée polyvalent de Sartrouville. Le ministère estime que l'esprit de responsabilité a prévalu en ce jour de rentrée. Et voilà qui nous amène à la journée d'un autre ministre, Nicolas Sarkozy. Il était en déplacement à Juan-les-Pins, première déclaration depuis l'annonce hier par l'Elysée de sa candidature à l'UMP. Sur ce terrain aussi, vous êtes attendu, Dominique de Villepin. D'abord le reportage de Michael Darmon et Vincent Kellner. Nous avons l'immense honneur de remettre à Nicolas Sarkozy nos 2169 parrainages. Et voilà l'UMP qui remet au bout du jour une tradition, la candidature gagnante. Nicolas Sarkozy brigue officiellement la présidence du parti majoritaire. Fait plutôt inattendu, il est soutenu par Jacques Chirac. C'est même l'Elysée qui a communiqué. Nous nous sommes mis d'accord avec Jacques Chirac pour que ce soit ses collaborateurs qui annoncent l'entretien. Et ce que nous nous y étions dit, ça a été fait en parfait accord, il n'y a pas l'ombre d'un problème. L'UMP se convertit donc au sarkozysme. Bernard Ponce, qui jadis animait les amis de Jacques Chirac, est là pour le dire. Je pense que Jacques Chirac a reconnu que Nicolas Sarkozy était un élément indispensable dans le dispositif qui doit être mis en place pour ce redressement qui est nécessaire. Tout l'UMP serait déjà conquis. Tout, non. Certains résistent encore parmi les amis d'Alain Juppé qui n'ont pas voulu parrainer Nicolas Sarkozy. Il m'a semblé qu'il fallait un délai de décence. Je n'ai pas l'habitude de courir au secours de la victoire. Je n'ai pas l'habitude de tourner le dos à ceux près desquels j'ai été pendant un temps. Alors vous aussi, vous ne parrainez pas Nicolas Sarkozy? Écoutez, c'était difficile de parrainer un candidat qui n'est pas encore candidat. Dernière pirouette pour certains élus qui n'insultent pas l'avenir. Toujours ministre, mais désormais en campagne, Nicolas Sarkozy s'apprête à devenir le chef de la droite chiracienne. Ça, à l'UMP, c'est une vraie nouveauté. Dominique de Villepin, vous-même, vous avez dit récemment que vous féliciteriez
lorsqu'elle interviendrait, de cette candidature. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le bon fonctionnement des institutions, parce qu'on connaît quand même le tempérament de Nicolas Sarkozy, entre un président de l'UMP qui n'aura pas forcément les mêmes vues qu'un président de la République et un Premier ministre? Au contraire, je crois que la façon dont les choses se passent le montre. Le mot-clé, c'est l'union. Et le partage des tâches est la règle dans nos institutions. On a entendu des divergences quand même ces derniers mois. La règle, c'est l'union, nous le voyons bien ce soir, et le partage des tâches, c'est l'intérêt et c'est l'esprit même de nos institutions. Il y a évidemment des différences de logique, des différences de principe entre la vie des partis et l'action gouvernementale. Chacun est donc à sa place, je respecte et je salue le choix fait ce soir par Nicolas Sarkozy. Je pense que dans le dialogue indispensable et l'activité qui sera la sienne, bien évidemment, les trois exigences seront au rendez-vous. D'abord, le soutien à l'activité gouvernementale, ensuite une force de projet et de proposition, et ensuite, parce que c'est évidemment bien l'esprit de notre majorité, une force de rassemblement. La tâche est lourde, le défi à relever pour la France est important. Nous avons 2 années et demie qui doivent être consacrées entièrement au service des Français, au service de l'intérêt général. Nous avons besoin des meilleurs, de tous les talents, mobilisés pour ce service. Mais c'est aussi, qu'on le veuille ou non, un tremplin pour 2007, une présidence de l'UMP. Alors est-ce que ça ne va pas brouiller le jeu pendant ces 2 ans et demi? David Poujada, j'ai eu l'occasion de le dire souvent. Ne nous trompons pas d'échéance. 2004, ce n'est pas 2007, 2004, 2005, 2006, jusqu'aux élections présidentielles. C'est le service des Français et nous jugerons là-dessus. Aucun d'entre nous. Et vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour Mais bien tenir sûr, cette règle. vous savez, je travaille depuis de nombreuses années dans un esprit d'amitié et d'estime avec Nicolas Sarkozy. Notre intérêt est commun, servir les Français jusqu'au bout, jusqu'aux échéances. Et puis, celui qui sera désigné pour porter les couleurs pourra s'appuyer sur le bilan et sur ce travail. Aucun d'entre nous ne pourra représenter nos pensées, nos idées, notre majorité, s'il ne peut pas s'appuyer sur ce travail fait. Donc, consacrons-nous à l'essentiel, c'est ce qu'attendent les Français. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et puis une réaction à gauche, François Hollande qui juge décalée, déplacée et choquante cette rencontre entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac hier, notamment, dit-il, en raison du moment où elle intervient, allusion bien sûr à la crise des otages. Autre crise, elle dure depuis 36 heures maintenant, celle qui secoue cette petite ville d'Ossétie du Nord, près de la Tchétchénie. 350 personnes, dont une centaine d'enfants, sont toujours retenues par un commando d'hommes et de femmes lourdement armés. Moscou exclut de donner l'assaut. Envoyé spécial Anne Ponsinet, Volodya Polianski. Le bébé semble si petit et si peu à sa place dans les bras de ce garde du corps, aux allures de guerrier. Dans l'après-midi, le commando des preneurs d'otages a relâché 3 nourrissons et leur mère. Remis à l'escorte de l'homme qui a négocié leur libération, Ruslan Aouchev, ancien président de la République ingouche, dont les assaillants avaient demandé l'intervention. Pour quelques-unes des familles d'otages, c'est le soulagement, mais pour tant d'autres, l'angoisse continue. À une centaine de mètres de l'école, elles tendent le cou pour essayer de voir ce qui se passe. Les informations sont rares. Ici, le représentant de la présidence ossète annonce une nouvelle libération de 26 personnes. Mais il dit à la foule compacte que les négociations sont très difficiles. Tout le quartier est à l'affût du moindre mouvement. L'atmosphère est calme, mais dans les esprits, la colère est immense. Les mères, les grands-mères pensent au ravitaillement que le commando a refusé et se demandent ce que les enfants auront bien pu manger. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens qui ont refusé de donner à manger à un bébé de 6 mois? Si ces barbares ont été nourris au sein de leur mère, comment est-ce qu'ils imaginent que les enfants là-bas peuvent survivre sans manger, 2 jours sans manger? Le commando se méfiait apparemment de la nourriture que proposaient les autorités russes. Ils ont préféré utiliser les réserves de la cantine. Mais avec plus de 350 otages, ils ne pourront pas tenir bien longtemps. Direction la Pologne maintenant avec le mystère Michael Nerol. Il s'agit de ce jeune Français de 23 ans, originaire de la Loire. Il est soupçonné de terrorisme et incarcéré là-bas. Il jure son innocence, mais des experts polonais affirment avoir retrouvé sur lui des traces d'explosifs. Ses parents ont pu lui rendre une première visite sur place. Yvan Martinez, Sylvain Gauthier. Prison de Poznan. Derrière ces barreaux, le fils d'André Nerol est emprisonné depuis 20 jours pour préparation d'actes terroristes. Michael Nerol. Michael. Visite refusée.
Un parloir toutes les 3 semaines, c'est le maximum autorisé. Et André Nérol est déjà venu hier. Il vous a paru comment hier? Hier ça allait. Est-ce qu'il comprend? Non, je comprends pas ce qui lui arrive évidemment. Michael Nérol, 23 ans, il est interpellé le 13 août dernier alors qu'il photographie cette station de pompage de gaz dans l'ouest de la Pologne. Aussitôt, les policiers ouvrent une enquête et trouvent des éléments troublants dans ses bagages. Le chien policier a reconnu l'odeur des matériaux explosifs. Ce sont 2 matériaux explosifs qui s'appellent Hexagon et TATP. Eric est le compagnon de route de Michael Nérol. Ensemble, ils ont traversé l'Europe et l'Asie. Ces traces d'explosifs ne l'étonnent guère. Ça paraît normal qu'on ait pu toucher. On a rencontré beaucoup de militaires qui nous ont contrôlés ou un peu partout. On a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas ce qu'ils faisaient. Cet après-midi, les parents de Michael Nérol se rendaient à Varsovie pour un rendez-vous avec les diplomates français. Prochain temps fort pour Michael Nérol, demain matin avec l'examen de la procédure. Le jeune Français saura alors s'il est libéré ou libéré sous caution, à moins bien sûr que sa détention ne soit prolongée. Le jeune Français serait alors emprisonné jusqu'à la date de son procès. Les suites du procès pour pédophilie d'Outreau. Vous vous souvenez que 7 personnes avaient été emprisonnées et déshonorées avant d'être jugées innocentes. Eh bien, les discussions viennent de commencer sur les indemnisations, sur les réparations. Les avocats souhaitent d'une part que l'État reconnaisse une faute lourde et d'autre part, ils demandent 300 000 € pour chacun. Gilles Marinet et Agnès Gardet. Porte close ce matin au ministère de la Justice pour Karine Duchossois, l'une des accusées acquittée à l'issue du procès d'Outreau. Elle n'a pas été reçue. Donc je suis quand même là pour voir ce qui se passe, la suite des événements, et puis j'ai envie de savoir, quoi. Seuls les avocats de ces 7 accusés acquittés ont pu rencontrer le directeur de cabinet du ministre. Axe principal de leur plaidoirie, que le ministre de la Justice, Dominique Perben, reconnaisse au nom de l'État qu'il y a eu une faute lourde dans le procès d'Outreau. Nous voulons, pour la symbolique, que cette discussion et que cette reconnaissance ait lieu ici, place Vendôme. L'une des 7, Odile Maréco. Lundi, elle reprendra son emploi. Elle a quitté la région du Nord, elle a de nouveau la garde de ses enfants. Et pour elle, qui a fait 7 mois de détention provisoire, ce geste de l'État est primordial. Pour moi, c'est important. Pour moi, j'ai besoin de ça pour essayer de tirer un trait, quoi. Parce que les yeux dans les yeux avec le juge, on l'a jamais eu. Et là, avec le garde des Sceaux, on l'aurait. Et je trouve que, enfin, moi, c'est important. C'est que quelqu'un de la justice nous regarde vraiment. Elle a fait des erreurs. Le 14 juillet, le président de la République avait affirmé que si la justice a commis une faute, elle doit la payer et la payer cher. Pour l'instant, les avocats de la défense n'ont pas déclenché les procédures judiciaires permettant les indemnisations. Du côté de la chancellerie, on attend la remise du rapport de la commission chargée de mettre en évidence les dysfonctionnements de l'affaire. À propos de justice et de pédophilie, cette innovation en Grande-Bretagne, une prison sans barreaux, c'est ainsi qu'on l'appelle là-bas, une technique de surveillance par satellite qui localise les délinquants à 5 mètres près. L'expérience a démarré aujourd'hui dans 3 zones test à Londres. Arnaud Miguet, Dominique Marotel. Un bracelet électronique fixé à la cheville d'un délinquant, un relais, sorte de téléphone portable et un ordinateur, voici la prison du futur. Elle va permettre, grâce aux nouvelles technologies, de suivre pas à pas les personnes qui en seront équipées. Une prison sans barreaux, comme l'appelle le ministre britannique de l'Intérieur, David Blunkett, qui présentait aujourd'hui ce système unique en Europe de surveillance par satellite. Cela va rendre beaucoup plus efficace le travail de la police et de la justice. Cela veut dire moins de criminels, moins de délits et moins de victimes. 3 types de criminels sont visés dans cette expérience. Auteurs de violences domestiques, multirécidivistes et délinquants sexuels. Un pédophile trop près d'une école, par exemple, déclenchera une alarme. Concrètement, le procédé de repérage est basé sur la technologie du GPS. Un signal est envoyé via un satellite à un récepteur qui permet de localiser le délinquant très précisément à 5 mètres près. Mais ce système est loin de faire l'unanimité. Ça ne sert à rien de surveiller les gens à distance. Il faut leur parler en face, connaître leurs antécédents judiciaires et travailler avec eux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive. La Grande-Bretagne, qui détient le record européen du nombre de détenus dans ses prisons, parie désormais sur la prison virtuelle. Elle a un coût, 100 € par jour et par personne.
On en vient maintenant à la grande journée de la Convention des Républicains à New York, puisque George Bush s'exprimera ce soir. Il dira officiellement qu'il accepte d'être le candidat à sa propre succession. Le président américain ici en pleine répétition. On teste les micros. Il devrait insister lui aussi, comme l'ont fait les délégués depuis plusieurs jours, sur la lutte contre le terrorisme. Les sujets économiques passant au second plan, peut-être parce que le terrain est jugé moins favorable. Certes, la croissance est soutenue aux États-Unis, la recherche est très dynamique aussi, mais les créations d'emplois ne sont pas au rendez-vous et les inégalités se sont creusées depuis 2 ou 3 ans. Pascal Golomer, Sylvain Guillaume sur place. Ils brandissent le papier rose, ce papier qu'on remet aux salariés américains quand ils sont licenciés. 5000 manifestants main dans la main dans les rues de Manhattan pour rappeler que les États-Unis ont perdu plus d'1 million d'emplois en 4 ans. Si vous voulez que les gens vivent le rêve américain, il faut leur donner des emplois, de vrais emplois, avec de bons salaires. J'ai une fille qui vient juste de sortir de l'université et elle ne peut pas trouver le moindre travail. Il n'a pas de travail ici. Ce sont les grandes régions industrielles, l'Ohio, le Michigan, qui ont le plus souffert de la récession de 2001. Là où les entreprises ont beaucoup licencié, beaucoup délocalisé. Jim a retrouvé un poste de vendeur chez un concessionnaire automobile, mais il gagne 3 fois moins que ce qu'il gagnait comme informaticien. Son employeur l'a licencié pour recruter des immigrés indiens en contrat temporaire à des salaires très bas, une pratique de plus en plus courante. J'en veux pas du tout aux étrangers qui prennent nos emplois. D'ailleurs, si je pouvais, je ferais la même chose. Le problème, c'est vraiment nos lois qui ne protègent pas les salariés américains. Il faut que ça change. Pour faire repartir l'économie, George Bush lui a surtout cru en un remède, la baisse des impôts, quitte à creuser le déficit public. Beaucoup d'économistes sont aujourd'hui sceptiques sur le résultat. Les baisses d'impôts n'ont pas permis de créer beaucoup d'emplois ou même d'augmenter véritablement les revenus des classes moyennes ou modestes. Cette mesure n'a pas eu les effets escomptés. Les Républicains sont d'ailleurs très discrets au cours de cette convention sur le bilan économique. Hier soir, dans son discours, Dick Cheney n'a prononcé qu'une seule fois le mot emploi. C'est pourtant bien sur ce dossier que se jouera en grande partie l'élection présidentielle dans les États les plus sinistrés. Un dernier mot de l'actualité à l'étranger, l'Irak précisément, pour vous signaler ce soir, pour la rentrée d'envoyé spécial, un reportage exceptionnel de Grégoire Degnaud à Nadjaf. C'est un document, des images uniques qui vous sont proposées pour comprendre ce qui s'est passé en ce mois d'août dans l'un des berceaux chiites de l'intérieur donc du mausolée, envoyé spécial à 20h55 avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Retour en France avec cette nouvelle journée de mobilisation des producteurs de lait, collecte et usines bloquées, distribution gratuite. Toutes ces actions étaient organisées un peu partout, dans l'Ouest, le Sud-Ouest, la Meurthe-et-Moselle et le Nord-Pas-de-Calais. Protestation, vous le savez, contre la baisse du prix du lait souhaitée par les industriels du secteur. Les négociations ont repris hier après-midi après un mois d'interruption. Économie encore, les pièces de 1 et 2 centimes d'euros vont-elles disparaître? Elles sont peu utilisées par le public et 2 pays ont déjà franchi le pas, la Finlande il y a 2 ans et les Pays-Bas depuis hier. Pour la France, la question sera posée à la prochaine réunion européenne. Jean-Paul Chapelle, Florence Grandon. Ils sont minuscules, encombrants, pas faciles à manipuler. C'est clair? Voilà. Eh ben, je vous le dis en face, il faut supprimer les centimes d'euros. Mais encore moi j'ai un porte-monnaie spécial, ils sont tout bien rangés, mais même ça c'est une horreur, on ne peut pas les attraper, non. Personnellement, les 5 et les 2, il n'y a pas beaucoup de différence hein, quand vous les avez dans le fond du porte-monnaie. Supprimer l'usage courant de ces pièces de 1 et 2 centimes, c'est déjà fait en Finlande depuis 2002 et maintenant aux Pays-Bas. Objectif, économiser 30 millions d'euros par mois en manutention. Dans la pratique, les prix sont arrondis aux 5 centimes les plus proches, une initiative déjà imitée par certains commerçants français de manière isolée. J'arrondis toujours. Si les gens, je vois qu'ils ne sortent pas le centime, moi j'arrondis, je fais 4 francs. Mais ça m'arrive 15 fois dans la matinée, hein. C'est vrai. Le problème avec les arrondis, c'est qu'ils sont plus souvent à la hausse qu'à la baisse. Merci beaucoup. Ça va grimper aux 5 centimes supérieurs, ça c'est réglo, ça c'est sûr. Des piécettes bien utiles pour tous ceux qui pensent vraiment en euros, mais beaucoup gardent encore le franc pour référence. Si vous supprimez les piécettes de 1 et 2 centimes d'euros, il ne faut pas oublier que la valeur de ces piécettes-là, c'est 6,5 fois plus important. En France, rien n'est décidé pour l'instant, mais comme on accorde inconsciemment à un billet plus de valeur qu'à une pièce, certains suggèrent de créer une nouvelle coupure, celle de 1 euro.
Économie encore avec une manne en perspective pour le tourisme français. La Chine vient d'autoriser les vacances à l'étranger. Les visas sont délivrés beaucoup plus facilement. Les nouvelles classes moyennes enrichies par la croissance sont notamment attendues chez nous. Le rush a déjà commencé. Romain Rambaud, Bernard Connard. Ni hao, autrement dit bonjour. Les professionnels français du tourisme n'ont pas fini d'apprendre le mandarin car depuis hier, Pékin autorise ses ressortissants à voyager. Voici donc, accueillis en grande pompe, la première vague de ces touristes officiels comme on les appelle. C'est-à-dire qu'ils ne voyagent pas pour affaires, mais pour le plaisir. Étape imposée, la Tour Eiffel. Ah bien sûr, ils la connaissent, ils l'ont vue à la télé, ils l'ont vue dans les magazines, mais de leurs propres yeux, jamais. Pour moi, la Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris et de la France. La France est un pays très romantique et j'apprécie particulièrement ses libertés. Mais s'offrir un tel voyage reste un luxe réservé aux plus fortunés. Ceux-là ont englouti près de la moitié de leur salaire annuel pour s'offrir le plaisir de découvrir l'Europe. Ces gens ont entre 30 et 40 ans. En général, ils occupent des postes à responsabilité et ils gagnent entre 1 000 et 1 500 € par mois. En France, les professionnels du tourisme se préparent. D'ailleurs, certains hôtels proposent déjà des déjeuners chinois. Ils ont beaucoup de difficultés à apprécier la cuisine européenne. Et ils seraient pratiquement tous malades si on leur prévoyait constamment des restaurants français ou européens durant tout leur séjour en Europe. Une révolution touristique se prépare, car potentiellement ce ne sont pas moins de 60 millions de Chinois qui ont les moyens de s'offrir la Tour Eiffel, le Louvre et le reste. Bref, la France a tout intérêt à les accueillir avec le sourire. L'environnement et ce face-à-face dans les Pyrénées. Un agent du parc national a croisé un ourson à quelques dizaines de mètres de distance tout de même. Il avait sa caméra sur lui, il a filmé l'animal ainsi qu'un ours adulte. Aucune naissance n'avait été signalée depuis plusieurs années. Géraldine Dalban-Morenas. Une image qui vaut faire part de naissance. Jusqu'à la semaine dernière, on ignorait l'existence même de ce petit ours brun des Pyrénées. Aujourd'hui, on ne connaît encore ni son sexe ni son âge, mais depuis qu'un garde forestier a réussi à les filmer, on sait au moins que la mère et l'enfant se portent bien. Disons que j'ai eu ma rencontre et c'est différent, c'est clair. L'émotion est plus forte mais vous le verrez sur les images, ça se voit. Il y a du tremblé, il y a le souffle qui court. Des images qui trompent, mais qui n'en restent pas moins exceptionnelles. Depuis 1996, les ours des Pyrénées ont été réintroduits dans la région. Aujourd'hui, ils sont une quinzaine à peupler la zone, mais les naissances restent rares et les oursons ne survivent pas toujours. L'ourson, je pense qu'il a quand même de la chance parce qu'il est seul à la portée, donc il a un peu plus à manger que s'ils étaient 2 ou 3. Et ça tombe une année où il y a beaucoup de faune, le fruit du hêtre. Le 26 août dernier est donc née la légende d'un petit ours brun, un régal pour les amoureux des ours, un cauchemar pour les bergers. Les sports avec le nouveau défi en solitaire de la navigatrice Anne Kéméré. Elle vient d'achever la traversée de l'Atlantique Nord à la rame, sans assistance, près de 3 mois en mer. Elle est arrivée dans l'après-midi à Douarnenez, son port d'attache. Nicolas Jay. 3 mois qu'elle ne l'avait plus vue. Elina, 6 ans, retrouve enfin sa maman. Après l'Atlantique Sud l'an dernier, Anne Kéméré a bouclé cet après-midi sa traversée de l'Atlantique Nord à la rame, en solitaire. La Bretonne est la première femme à réaliser un tel exploit. On s'était dit qu'on serait une petite cinquantaine, qu'on ferait un barbecue et que ce serait sympa. Mais là, vous m'impressionnez tous. Partie le 3 juin dernier des États-Unis, Anne Kéméré a parcouru 5000 km en 87 jours. Pendant la traversée, il y eut de belles rencontres, mais aussi de belles galères. Après 2 chavirages dans une mer démontée, elle a dû affronter le calme plat. Il n'y a pas un souffle de vent, il n'y a pas un souffle de courant, c'est comme ça depuis 3 jours. Et je commence à avoir les bras en compote. Des gâteaux aux amandes et une coupe de champagne. Voilà le premier souhait d'Anne Kéméré à son arrivée. Désormais, elle aspire à une seule chose, un peu de repos. Une autre grande dame, c'est l'événement pop de cette rentrée. Madonna est à Paris, 4 concerts à Bercy. La star est devenue adepte de la Kabbale, ce courant ésotérique juif. Elle prêche la paix dans le monde et se fait appeler Esther. Ces spectacles, en tout cas, n'ont rien perdu de leur gigantisme. Olivier Lenuzza, Zidenberkus.
L'élévation de la Madone en plein cœur de Bercy. Ne dit-on pas après tout qu'un concert ressemble souvent à une grand-messe? 1h45 de spectacle renversant. Première tournée mondiale de Madonna depuis 2001. Seulement quelques concerts en Europe, dont 4 à Paris. Les 60 000 places se sont donc arrachées en quelques heures, malgré un prix élevé, jusqu'à 167 € le billet. Je viens de Berne et puis c'est un grand rêve pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Nous avons vu le concert à Londres et on est venu à Paris. L'Italie venue saluer une enfant du pays, née aux États-Unis un peu par hasard. Louise Ciccone, premier succès en 1983, premier scandale un an plus tard en direct à la télévision. Like a Virgin, Madonna, une vierge peu farouche. 260 millions de disques vendus, 260 millions de fantasmes. Madonna, aujourd'hui, est éprise de spiritualité. Cependant, sur scène, la sensualité demeure. Une fois de plus, hier, le charme a opéré. C'était terrible, c'était terrible. Trop bien, génial, explosif. Super, fantastique, vu à son âge, franchement... On parle pas de l'âge des femmes en général. Un concert réglé au millimètre, un travail de pro, malheureusement un peu trop, manquait juste une once d'émotion. Avant de refermer ce journal, on revient sur la principale information de cette fin d'après-midi. Nos 2 confrères français retenus en Irak sont vivants, en bonne santé et le gouvernement, tout en restant très prudent, affiche un certain optimisme. Si vous n'étiez pas avec nous au début de ce journal, retour sur toutes ces déclarations avec Bernard Lebrun. Christian Chesneau, 37 ans, journaliste à RFI, Georges Malbruno, 41 ans, journaliste au Figaro, sont, je cite, vivants, en bonne santé et bien traités. Fin de citation, bien portant donc, mais toujours pas libérés. La bonne nouvelle nous est parvenue de Bagdad cet après-midi à 17h20 par la bouche de cet homme, Bernard Bajolet, ambassadeur de France à Bagdad. 2 heures plus tard, dans la capitale jordanienne, le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, confirmait aux représentants du CFCM de retour de Bagdad la très bonne nouvelle. Et à l'instant, sur notre plateau, le ministre de l'Intérieur espérait dès demain... C'est la journée de la prière, c'est vendredi, c'est un grand moment de rassemblement et de recueillement et je veux croire que nous pourrons espérer un heureux dénouement. Une fois de plus, les indications dont nous disposons vont dans ce sens, elles sont positives, elles nous donnent confiance et nous encouragent à agir, mais jusqu'au bout, nous devons être prudents. La dernière apparition en images de nos 2 confrères a été diffusée sur les écrans de la chaîne qatari Al Jazeera ce mardi 31 août. Ils semblaient particulièrement fatigués. Mais aujourd'hui à Bagdad, au 14e jour de leur détention, la visite de la délégation du Conseil français du culte musulman, dans une ambiance particulièrement euphorique, a donné le signal pour nos 2 confrères d'un possible heureux dénouement. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations à minuit et demi avec Laurence Piquet. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. Point route, Valérie Maurice. 20h55, la rentrée d'envoyé spécial avec donc ce document sur le siège du mausolée de Nadjaf. Françoise Joly et Guylaine Chenu. Demain dès 6h30 télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le philosophe Alain Finkielkraut. Demain 13h, Laurence Ostolazza. À 20h et tout le week-end, Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images du Concorde. Le revoilà, un 2e appareil a rejoint le musée du Bourget aujourd'hui pour y être exposé pour tous les nostalgiques du supersonique. À lundi.